Perché sur les hauteurs de Nancy, le plateau de Malzéville, c'est d'abord le lieu de promenade bien connu des Nancéens. Si la plupart d'entre eux savent qu'il abrite depuis longtemps un aérodrome, peu s'interrogent sur son histoire et sur les quelques vestiges encore témoins d'un glorieux passé. Certains comme nous se posent cette question. Comment c'était avant? Avant que l'on plante cette grande perche rouge et blanche, juste au bord des pistes. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui à travers cette conférence sur l'histoire de l'aviation, précisément sur l'aérodrome de Nancy-Malzéville. Bienvenue sur planon.com. Je vous laisse écouter Christophe, un historien passionné par ce lieu magnifique. Bonsoir. Ah, il y en a une qui suit. Merci, madame. Bon, alors on va recommencer. Bonsoir. Ah, merci. Parce que j'ai fait un long chemin pour venir vous voir, pour vous parler de Malzéville et de l'aviation à Malzéville entre les années 1880 et 1960. Alors, je suis un peu embêté parce que, comme vous êtes riverain, vous devez tout savoir, en fait. Enfin, j'espère. Enfin, j'espère quand même vous dire deux ou trois petites choses qui vont vous étonner. Avant de commencer, je voudrais remercier la municipalité de Marthemont de m'accueillir, avec la salle, etc. Je suis très content, merci beaucoup. Et puis, sans doute que vous avez remarqué qu'on fait une capture vidéo de cette conférence. Alors, j'espère que ça sera réussi. Et vous retrouverez cette vidéo sur YouTube et sur une chaîne qui s'appelle planon.com, qui est la chaîne de mon petit frère. Alors, d'ici quelques semaines, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il mettra ça en route. Si vous êtes vraiment très passionné par l'aviation sur Nancy, sachez qu'il y a à peu près 6 mois, on a fait une vidéo sur essai, sur l'histoire totale de la plaine Flageols, parce que vous savez qu'elle va être réaménagée. Et donc on a fait une vidéo historique. Le son, on a eu des petits problèmes de son, mais globalement, vous avez un certain nombre d'informations. Voilà. Avant de commencer vraiment l'histoire de l'aviation à Malzéville, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de remettre les choses dans leur contexte. Parce que de temps en temps, il y a besoin. Alors pour vous situer les choses, Nancy, vers 1860, c'est une petite ville. Ça ne plaît pas toujours aux Nancéens qu'on leur dise, mais c'est une ville d'à peu près 40 000 habitants. L'équivalent de Thionville aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas des gens de Thionville, peut-être ils se sentiraient vexés. Et puis, vous le savez, le destin de Nancy va changer avec la défaite de 1870. Alors, on est relativement mal préparé. J'ai tendance, moi, à excuser Napoléon III parce qu'il est très malade. Les gens qui le voient passer disent c'est un semi-cadavre, mais en gros, on se fait laminer, quoi. On va être honnête, on se fait laminer. Et dans la bagarre, on va perdre, vous le savez, l'Alsace. Il y a l'Alsace et la Moselle, oui. Alors, parce que vous savez qu'en 1860, même en 1870, au début de l'année en tout cas, la Lorraine est composée de 4 départements, la Meuse, les Vosges, la Moselle et la Meurthe. Très bien. Alors, voilà ce que ça donne à peu près cette carte de la Lorraine au moment de l'annexion. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est en fait la Moselle et ce qui va devenir la Meurthe et Moselle, parce que Bismarck, qui fait un peu sa sauce, il faut quand même être honnête, va redessiner la frontière. Alors, je ne vais pas parler du territoire de Belfort, mais il va redessiner la frontière et il va prendre en fait ce qui l'intéresse. Donc, il va prendre un morceau de la Meurthe, qui est le Saulnois, parce que c'est intéressant pour la chimie allemande. Pardon ? Oui, le sel, bien sûr. Marsal, Château-Salins. Et puis, il va nous laisser un bout de la Moselle, l'extrémité ouest de la Moselle. Alors, je me suis souvent posé la question. Il y a une réponse très simple. Le bassin de Longwy, l'industrie, etc., ce n'était pas du tout développé à l'époque. Il n'y avait rien. Sinon, il l'aurait gardé, je suis à peu près sûr. Ce qui donne la forme étrange de ce département de Meurthe-et-Moselle. C'est le seul qui a cette forme tout à fait étrange, un peu de doigt ou de cygne. Alors, bon,
J'allais dire, ça, c'est une petite mise en contexte, mais ce qui est beaucoup plus important de comprendre, c'est que Nancy devient ville frontière. La petite ville de 40 000 habitants devient ville frontière. On est à une trentaine de kilomètres de la frontière. Les administrations, les universités qui étaient à Strasbourg, toutes les institutions, les fonctionnaires, on rapatrie tout à Nancy, qui va connaître un extraordinaire développement à partir de cette époque. Alors, les travaux qui ont été menés là-dessus nous donnent à peu près l'arrivée de 15 000 Alsaciens mosellans, qu'on appelle les optants, ils ont jusqu'à 1875 pour venir. Ils sont de toutes conditions. Vous avez des domestiques, vous avez des commerçants, vous avez des industriels, vous avez des hauts fonctionnaires, des professeurs d'université. Il y a plein de monde. Hein. Et ces Alsaciens et Mosellans, pour une grande partie, vont rester à Nancy parce qu'ils ne sont pas loin de la famille qui est restée dans les territoires annexés. Hein. Ça, c'est la première chose. Madame Sicard-Lenatier, qui a écrit une thèse là-dessus, indique que la moitié des industries et 35% des commerces sont aux mains d'Alsaciens ou de Mosellans à Nancy durant cette période. Alors, ça va extraordinairement, je vais y arriver, développer la ville. Et la ville va attirer aussi des populations par l'exode rural qui est en plein fonctionnement à l'époque. On va donc se retrouver avec une population qui va tripler en 40 ans. Hein, Nancy, un petit peu avant la guerre de 14, c'est 120 000 habitants. Donc on est passé de 40 000 à 120 000 en l'espace de 40 ans. La ville va énormément se développer sur le plan urbain. Hein, c'est la construction de tout l'espace au-delà de la gare, côté avenue de la Garenne par exemple, parc de Sauru, que vous connaissez sans doute. Et puis vous allez avoir aussi une volonté de Nancy d'être une ville vitrine par rapport à l'Allemagne. Hein, il faut montrer qu'on est meilleur que les Allemands, parce qu'on est juste en face. Donc Nancy va se tourner vers tout ce qui est technologique, tout ce qui est moderne. Il faudra que ça soit à Nancy. C'est le cas du téléphone, par exemple. C'est le cas de toutes les nouveautés qu'on va vouloir amener à Nancy. C'est une question de prestige, en fait. Bon, les Allemands, ils font pareil à Metz. Hein, tout le quartier gare, il date de cette époque-là aussi. Hein. Là-dessus, évidemment, l'aviation va arriver. Mais avant de vous parler de l'aviation, je voudrais juste vous dire une petite chose. On est tout près de la frontière. Parmi les habitants de Nancy, il y a beaucoup de militaires. Hein, il y a environ, alors les chiffres sont discutés, hein, il y a environ 13 000 militaires à Nancy en 1913, c'est-à-dire 10% de la population. C'est énorme. Hein. C'est là où on construit, à cette époque, tout le quartier Blandan, hein, donc les casernes Molitor, Landremont, Blandan, Cédillo qui est ouvert juste avant la guerre de 14, il y a le quartier Donop qui est de l'autre côté et qui a disparu. Toutes les casernes sont remplies à ce moment-là. Alors j'aime beaucoup cette image de la caserne Sainte-Catherine, qui ne s'appelait pas encore caserne Thierry. Ah si, là sur l'image, elle s'appelle déjà caserne Thierry. Parce que déjà elle est en couleur, c'est rare d'avoir une polychromie. Et puis surtout, j'ai envie de vous interroger. Qu'est-ce que vous remarquez sur l'image? Il n'y a pas... Oui, si, il y a la clôture. Si, la clôture elle est là, elle est toujours là d'ailleurs. Je me demande si c'est pas toujours la même. Non, il y a quelque chose de très important. Il y a beaucoup de public. Il y a énormément de public. Oui, ils venaient regarder. Alors, on a des témoignages hein, quand les soldats allaient en manœuvre, et généralement pas très loin de la frontière. Hein, les gens se groupaient sur les trottoirs, applaudissaient les soldats. Et l'armée était très aimée, en particulier le 20e corps, division de fer. Il y a toujours un arrêt de bus, hein, si je me souviens bien, qui s'appelle division de fer. Donc, beaucoup de militaires, et beaucoup de militaires qui sont aimés à Nancy. Hein, ça fait partie de la vie de la cité. Bon. Sauf que Nancy, ces militaires, ils ont besoin de terrain pour faire des manœuvres. Ouais, c'est au plateau. Hein. C'est au plateau. C'est la ferme Sainte-Marguerite. Alors, question piège, mais ça vous savez, hein, parce que vous êtes riverain, où était la ferme Sainte-Marguerite? Si, c'est à l'aérodrome, ouais. C'est à l'aérodrome. Si vous voulez
Ah bah non, je vais vous le montrer sur une autre image. Mais elle était à l'endroit où il y a le centre de vol à voile et le hangar. Sur la droite, pas le vieux hangar, le hangar qui est neuf. Hein, la ferme Sainte-Marguerite, elle était là. Alors, ce n'est pas une caserne. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une caserne, c'est un terrain et une ferme, un bâtiment qui est utilisé par les militaires pour les manœuvres, pour la formation des réservistes. Et vous avez un grand nombre de personnalités qui vont venir pendant ces manœuvres au plateau de Malzéville, hein, pour admirer notre belle armée française de l'époque. Je vais vous montrer une ou deux images. Hop là. Donc les premières casernes, je reprends là ma ferme Sainte-Marguerite. Vous remarquez la petite guérite et puis le mur. Je suis un peu loin, mais on va faire comme ça. Hein. Cette petite guérite qu'on avait sur l'image précédente et puis le mur. Et la voie que vous avez ici, c'est le chemin stratégique. Hein, qu'on va retrouver, ça va nous permettre de faire un repère, ce petit muret, ça va nous permettre de nous repérer. Et de l'autre côté du chemin stratégique, vous remarquerez en bas de l'image, à gauche, il y a toujours le petit muret, vous aviez des bâtiments qui aujourd'hui ont totalement disparu. Hein. Moi, je suis allé voir sur le terrain, on ne retrouve rien, mais rien de rien. Et vous aviez des baraquements, une forme de casernement qui était donc de l'autre côté du chemin stratégique. On le retrouvera sur d'autres images aériennes. Bâtiment assez sommaire au bout du compte. Hein. Ça, on va le retrouver sur une autre image. Alors, les visiteurs de marque et les manœuvres. Alors, c'est un petit peu loin pour vous, non? Hein, c'est la mission ottomane, ouais, ça vient de chez Imagest. Vous savez qu'à l'époque, on fait des cartes postales pour tout. Donc, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous avez en bas à gauche, je vais vous le remontrer sur une autre image, tiens, des cyclistes. Hein, des cyclistes, alors ça fait toujours beaucoup sourire les gens quand on leur montre des cyclistes. Hein, parce qu'il faut imaginer les cyclistes de l'époque, ils ont leur barda, ils ont le fusil, le vélo pèse 30 kilos. Quand on a des films d'époque, on les voit slalomer sur la route, ils ont juste l'air ridicules. Mais c'est un formidable progrès, ça, messieurs, dames. C'est génial. Parce qu'un homme en bonne forme et sans barda, il fait à peu près du 5 km/h. Là, avec son vélo et le barda, il est à 12. On va multiplier par 2, voire 3, la vitesse de déplacement des armées. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire. Mais à l'époque, multiplier par 2 ou par 3 la vitesse de déplacement de l'armée, c'est quand même énorme. Et donc, on va montrer à plein de visiteurs de marque. Alors, vous avez une mission japonaise, vous avez le roi du Cambodge, et vous avez aussi des gens qui viennent, parce que ce sont nos alliés de Russie. Eh oui, grand-duc Nicolas, et puis il y a une grande-duchesse qui vient aussi à Villers à la même époque. Pas d'aviation à Malzéville. Il n'y a pas d'avion à Malzéville. Alors, je vous ai dit, Nancy veut être à la pointe du progrès, mais Nancy, ils ont un terrain à Malzéville, mais il n'y a toujours pas d'avion à Malzéville. Là, on se situe à peu près, là, pour cette visite, à 1912. Ben, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas d'avion à Malzéville à l'époque. En théorie, il devrait y avoir. Parce que Clément Ader, un type un peu connu quand même, Clément Ader avait dit, voilà, il faut un terrain en hauteur, Malzéville, un terrain dégagé, Malzéville, et un terrain bien positionné par rapport au vent dominant. Malzéville coche toutes les cases, absolument toutes. Sauf que l'armée ne veut pas. L'armée ne veut pas d'avion à Malzéville. Ben, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simple. Parce qu'en 1870, quand les Prussiens ont déferlé sur la Lorraine, en passant par la Lorraine avec leurs sabots, on s'en souvient bien, eh bien, on s'est fait surprendre. Et en Lorraine, tous les reliefs et tous les cours d'eau sont nord-sud, en barrière à une invasion. Donc on se dit, si jamais il y a une nouvelle invasion, ça ne va pas pouvoir arrêter des troupes prussiennes, mais ça va pouvoir les retarder, le temps de passer les cours d'eau, par exemple, et on va pouvoir se réorganiser. Et Malzéville est du mauvais côté de la Meurthe. Et il est du côté de la frontière. Et oui, il est en rive droite de Meurthe, et pas en rive gauche. Les militaires, quand ils vont vouloir un terrain d'aviation à Nancy, ils vont éviter Malzéville, ils vont faire des tas de recherches. Si vous voulez les détails, vous pourrez consulter le livre que j'ai écrit l'année dernière. Mais ils vont chercher sur Villers, ils vont chercher
il y a un terrain à Archambault, pardon, à Brie-Chambault. Brie-Chambault, c'est entre le cimetière du Sud et la caserne. Vous avez un petit terrain, qui est le terrain de Saint-Jacques, donc qui correspond à la côte derrière le Haut-du-Lièvre. Et finalement, ils vont trouver à Villers, après s'être installé un mois au pied de l'actuel CHU, sur un tout petit terrain qui s'appelle le Prieuré. Ça a duré un mois. Et les pilotes ont dit c'est pas possible, ça va pas du tout. Et ils ont déménagé à Villers. Le terrain est toujours, il n'est pas constructible. Et il y a toujours les emplacements des anciens hangars. Mais je ne vais pas vous parler de ça. Donc Malzéville, pas d'avion. L'armée ne veut pas. Il y a un terrain civil aussi à Nancy, qui est le terrain de Jarville, qui a été créé en catastrophe, mais en catastrophe, en septembre 1909, parce qu'à Nancy, vous êtes peut-être au courant, il y a eu une grande exposition internationale qui avait évidemment son plan aéronautique. Puisque Nancy était moderne, il fallait montrer des choses qui volent. Donc on avait fait venir, d'occasion d'ailleurs, un splendide... Oh tiens, je ne vous ai pas parlé de ça. Je peux vous parler de ça vite fait? C'est la gueule du loup, hein? La gueule du loup. Alors, juste pour vous dire quelque chose, parce que je n'ai pas de notes, hein. Le patron de la gueule du loup se frottait les mains parce que dès qu'il y avait des manœuvres ou dès qu'il y avait des invités de marque, tout Nancy se précipitait au plateau. Donc lui, au niveau débit de boisson, il était content. Les riverains, Malzéville, Domartemont, si vous voyez ce que je veux dire, n'étaient pas contents du tout parce que derrière, il y avait des tas de papier gras partout et des bouteilles abandonnées. Hein, il n'y avait pas de prix sélectif, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, ah voilà, je reviens à mon ballon. Alors, il y a un ballon à Nancy pendant l'exposition de 1909 à la Chiennerie. Alors, eh oui, je veux même vous montrer exactement où il était, hein, où on proposait des baptêmes de l'air. Ça a été un fiasco, une catastrophe. Oui, il n'était pas gonflé, oui. Ben, et vous savez quoi? L'enveloppe a été fournie par des Allemands. Je ne vous raconte pas ce qu'on lit dans les journaux. C'est authentique, hein. L'enveloppe a été fournie par Continental et dans les journaux, on nous dit « ah, sabotage ». Pas du tout, il n'y a pas de sabotage du tout. C'est une réaction chimique, c'est aussi simple que ça. On construit un magnifique hangar que vous voyez là, très très beau. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Et vous voyez qu'il y a des vitres. Hein, pour que les gens puissent admirer ce magnifique ballon, le Ville de Nancy, s'il vous plaît. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu de sulfure dans le gaz de gonflage, et avec la lumière et la condensation, ça crée un petit peu d'acide sulfurique à l'intérieur de l'enveloppe du ballon, et elle devient poreuse. Oui, il y a un petit peu... Alors, c'est des micro-particules, hein, mais finalement, le ballon, il se dégonfle tout seul. Et c'est une catastrophe. Hein, donc il va très très peu voler. Alors on a l'air un peu bête. Hein. Alors pour ceux qui s'interrogent exactement, alors du coup c'est un peu flou. Je vais monter pour vous montrer. Hein. Ici c'est la rue du Sergent Blandan avec les casernes. Donc Blandan, je crois que c'est Landremont et Molitor, je ne sais plus dans quel ordre. Et le hangar était ici. Hein. Les rues ont changé de nom, mais le hangar était ici. Il y avait même un tramway qui passait par la rue Félix-Faure et qui allait jusqu'au parc Sainte-Marie pour que les gens puissent aller voir le terrain de la Chiennerie sans avoir de soucis. Il y avait un petit quart d'heure de marche ou alors on pouvait prendre le tramway. Ils avaient fait exprès un tramway. Et c'est pour ça que dans la rue Félix-Faure, pour ceux qui la connaissent bien, il y a une placette au milieu. Et ben, je me demande si c'est pas là qu'il y avait une station pour le croisement des... Ah oui. J'ai pas de photo, mais a priori c'est logique. Bon. Alors, pourquoi je vous montre ça? Ben déjà, regardez ce que ça donne un hangar à ballon. Ça, c'est le même, mais c'est la structure, au moment de la construction. Donc, comme le ballon Ville de Nancy est un fiasco, je vous l'ai dit et je vous le répète, eh ben, on a fait venir en catastrophe un type qui faisait des baptêmes de l'air en avion en septembre 1909, au début, hein, sur les 15 premiers jours de septembre 1909, il va faire voler, je sais pas, des inconnus. Émile Friand, Marie Marvin. Oui, Marie Marvin a fait son baptême de l'air avec lui. À Nancy, il va aller voler au-dessus de la frontière, au-dessus du 20e corps, tout le monde pleurait, enfin c'était magnifique. Je ne vous ai pas dit qu'il n'avait pas son brevet, le garçon?
Il s'appelle Roger Sommer. Et Roger Sommer, il va falloir lui installer un terrain. Donc on va l'installer à Jarville, sur l'hippodrome. Sauf que c'est inondable, mais c'est pas grave. Et je pourrais vous raconter une ou deux anecdotes, mais c'est un peu particulier quand même, le terrain de Jarville. Mais il n'y a toujours pas de Malzéville dans tout ça. Hein. Pas question de s'installer à Malzéville. Donc, je résume. L'aviation civile, entre guillemets, à Jarville. L'aviation militaire à Villers. Et Malzéville, rien. Pourtant, il y a deux choses à Malzéville. Alors, les premiers atterrissages, on a un monsieur qui s'appelle Charles Tricorneau de Rose. Alors, pour les spécialistes de l'histoire de l'aviation, c'est l'inventeur de la chasse. Et il va se poser à Malzéville. Hein, en 1900, je l'ai marqué, 1912, il se pose à Malzéville. Il y a même une souscription dans l'Est républicain pour lui faire un cadeau, tellement c'est bien, c'est pendant une revue. Marie Marvin va arriver à cheval pour lui donner une boussole de Perdussin, on a même la marque spéciale pour l'aviation. Et tout le monde est content. C'est une sorte de démonstration, si vous voulez. On peut se poser à Malzéville. Mais les militaires n'en veulent toujours pas. Il paraît que quelques temps plus tard, ben voilà, j'avais marqué, il y a un ballon qui se pose à Malzéville. Alors j'ai trouvé ça. Hein, on est le 19 décembre 1913. On n'en a aucune trace. Hein. Enfin, à part ça. Hein. Ce n'est pas le Ville de Nancy. Les dates ne concordent pas parce que dès que le Ville de Nancy, dès que l'exposition était finie, on l'a revendu hein, à la ville de Pau. Je ne sais pas s'ils ont eu du pot. Mais enfin, bon. Ah, vous êtes au courant, il y a eu une guerre quand même. Alors juste avant la guerre, je vous le dis parce qu'il n'y a aucune illustration, il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à comprendre. En juin 1914, il y a un meeting à Malzéville. On fait un meeting à Malzéville, des avions à Malzéville. Alors pourquoi je ne comprends pas? Ben déjà, parce que le terrain, c'est pas Malzéville. Et j'en suis sûr parce qu'il y a un contrat qui est passé avec les pilotes qui s'engagent à faire un certain nombre de figures aériennes. Ils doivent faire une boucle. C'est par contrat. Donc le contrat existe, hein, il est dans les fonds de l'Aéroclub de l'Est. Et ben pourquoi? On n'en sait rien. C'est au mois de juin, donc je pense, à moins que le terrain soit inondable, enfin, ou soit inondé plus exactement à Jarville, il n'y a pas de raison. Mais on ne peut pas prévoir une inondation, donc pourquoi on aurait fait un contrat sur Malzéville alors qu'on n'était pas sûr que le terrain soit inondé? En fait, j'arrive pas à comprendre. L'exemple existe, mais on n'en a pas d'autres preuves. Alors, le monsieur que vous avez là, il est très 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 important. Il s'appelle, je ne sais jamais le prononcer, on va l'appeler Gouaz de Mezrac. Et Gouaz de Mezrac, c'est celui qui va amener l'aviation à Malzéville. Alors pourquoi? Parce que, vous le savez, c'est la guerre. 1914, c'est la guerre. Ça ne se passe pas super bien au début de la guerre quand même. Les Allemands avancent très très vite. Il y a quelques avions qui se posent à Malzéville. Je crois qu'il y en a 6 qui se posent. L'aviation à l'époque est considérée comme des jumelles à longue portée. Hein. On va repérer, on va voir. Plus tard, ça sera des guides pour l'artillerie. Et il y a un groupe de bombardement qui est formé au début de l'année 1915. Et le commandant, c'est Mezrac. Et Mezrac est à Toul-Croix-de-Metz. Et très rapidement, il se rend compte que le terrain ne va pas. Surtout quand il pleut, ce qui n'arrive jamais en Lorraine, on est bien d'accord. Hein. Donc, le terrain est trop gras, les avions ont tendance à se planter sur la piste, et il dit il faut qu'on déménage, c'est pas possible. Et il connaît Malzéville. Pourquoi il connaît Malzéville? Parce que Mezrac, c'est lui qui a fait les repérages des terrains quand il a fallu choisir le terrain militaire. Ils étaient 2 dans l'avion, et puis ils cherchaient un peu partout où on pouvait se poser, et ils ont fait des approches sur Malzéville. Il dit c'est un terrain militaire, il y a de la place, le terrain n'est pas trop gras, donc il va transporter son groupe de bombardement, qui est le GB1, premier groupe de bombardement, à Malzéville en mars 1915. Et à partir de là, Malzéville va accueillir de l'aviation de manière pérenne, et Malzéville va devenir une très grande base d'aviation. Alors, parmi les hauts faits d'armes de ce personnage, il y a, ça vous en avez sûrement entendu parler, le bombardement de l'usine chimique de Ludwigshafen. Hein. Alors, le bombardement de l'usine de Ludwigshafen, en mai 1915, c'est quelque chose de très, très nouveau, si vous voulez.
La première chose à en dire, c'est qu'avant de partir vers Ludwigshafen, alors Ludwigshafen, pour ceux qui ne savent pas, c'est une usine de fabrication de gaz de combat. Donc on va aller bombarder l'usine. Et avant d'arriver à Ludwigshafen, eh ben, ils ont préparé la mission. C'est-à-dire qu'ils vont pointer exactement, ils ont récupéré des cartes postales de l'usine, il y a des espions qui travaillent pour savoir par où il faut passer, pour savoir comment ça va être quand ils vont arriver, pour savoir ce qu'il faut bombarder. Et 18 avions vont partir le 23 mai 1915 de Malzéville. Alors vous avez ici leur trajet. Donc ils vont suivre la Meurthe jusque Baccarat. Et puis ils vont bifurquer vers Saverne pour remonter, pour attraper le Rhin tant qu'il vers Spire et suivre le Rhin sur Ludwigshafen et revenir au plus direct possible. J'allais dire mission pas terriblement dangereuse. Il y a des dangers, mais pas ceux qu'on croit. Le premier danger, c'est la fiabilité des avions. C'est ça le danger. Hein. Parce qu'une fois qu'on a passé au-dessus du front, il n'y a personne derrière. Hein. Personne ne vous attend. Hein. Il n'y a pas de chasse, quasiment pas, ça va être progressivement mis en place. Mais ils ne vont pas trouver d'avion de chasse en face d'eux, quoi. Alors ça va plutôt bien se passer. Il y en a un qui ne reviendra pas, c'est Mezrach. Il tombe en panne, c'est pas de bol. Il va tomber en panne et il va être fait prisonnier et il va rester prisonnier. Il va faire 7 tentatives d'évasion. Il réussira au bout de la 7e, il reviendra en France, il terminera général, enfin il a terminé très très bien les choses. Je voulais vous parler d'un cas très particulier. C'est le personnage, c'est le deuxième en partant de la gauche, il s'appelle Duovi. C'est un Indo-Chinois. Il a participé au raid de Ludwigshafen. Et j'ai été très 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 étonné qu'un indigène, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, soit officier. Hein, on sait que l'armée française a fait venir des Indo-Chinois dans la Somme pour faire des basses besognes, qu'ils étaient parqués, qui n'avaient même pas le droit de parler aux villageois autour de leur camp. Et là, on a un Indo-Chinois. Il était d'une famille aristocratique, hein, son frère était aussi officier, et il va participer au raid de Ludwigshafen. Bon, il terminera tristement parce qu'il aura un accident à l'atterrissage. Alors pas en revenant de Ludwigshafen, c'est un peu plus tard. Et puis, comme il sera gravement blessé, il aura du mal à s'en remettre et il aura une interdiction de vol. Donc il sera reversé dans son arme d'origine où, hélas, il décédera pendant une attaque. Mais bon, c'est un exemple assez étonnant. Parmi les exemples étonnants, pour vous dire à quel point Malzéville est devenu quelque chose d'important, vous avez un personnage qui s'appelle Anselme Marshall. C'est en juin 1916. Et Anselme Marshall, alors accrochez-vous, on va lui prendre un avion à Malzéville, on va lui mettre le plus petit moteur qu'on puisse trouver, on va retirer tout ce qui pèse lourd, et il a une mission, c'est d'aller envoyer des tracts sur Berlin. Berlin. Donc il part, hein, et on se rend assez vite compte qu'il ne pourra pas revenir, le brave Anselme Marshall. Il ne peut pas revenir parce qu'il n'a pas assez de carburant. Donc, la fin de la mission, c'est d'aller se poser en Russie. Hein, c'est des trucs de fou, hein, quand même. Et ce brave Anselme Marshall va partir, va réussir sa mission et va tomber en panne à 20 km de la Russie. Donc il va se poser, naturellement il va être fait prisonnier, il va rencontrer un type qui n'est pas tellement connu à l'époque qui s'appelle Roland Garros. Et avec Roland Garros, ils vont s'échapper, ils vont faire 2 forteresses, ils vont s'échapper. Et leur évasion est reprise dans le film La Grande Illusion. C'est Anselme Marshall. Alors évidemment, hein, c'est pas de Boieldieu, mais certes. Bon, alors voilà à quoi ça ressemblait à l'époque, hein, les avions de Malzéville. Alors vous êtes un petit peu dans le flou, mais Bernard Chabert disait des cerfs-volants motorisés. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est très physique à piloter. On est aspergé d'huile de ricin, les commandes sont lourdes, c'est très très compliqué. Il y a même des gens qui ont installé des canons de marine sur le devant du fuselage, ça ne marche pas très très bien. Et voilà, on vole avec ça. Il y a un tableau célèbre, alors je ne vous l'ai pas repris, de Fécamp, Albert Fécamp,
qui meurt en vol, qui est tué en vol, et c'est le pilote qui le retient. Hein, il bascule du cockpit, si on veut, hein, et son pilote va le ramener comme ça. Il atterrira à Malzéville, et il y a un très beau tableau où on voit le corps ensanglanté de Fécamp, mais on l'a ramené. Bon, ça c'est la même chose, mais pour le bombardement de nuit. Hein, ça fait un peu cercueil volant quand même. Mais il faut être un peu courageux pour voler là-dessus. Hein. On voit la soute à bombe qui est sous la carlingue. Alors, à quoi ça ressemble Malzéville à l'époque? Enfin, plutôt, on va commencer par la situation pour les missions. Si vous regardez bien, le trait, le double trait, soit en pointillé, soit plein, c'est le front. Et Malzéville est là. On est vraiment tout près. Ça protège Nancy, qui est régulièrement bombardée, soit par des avions, soit par des canons. J'ai recherché, parce que quelqu'un m'a posé la question, il y a à peu près 1000 impacts sur Nancy, et il y a presque 180 morts et 900 blessés. Hein. Donc, dont Noël 1914, où un zeppelin vient, on retrouve les cartes postales, vient bombarder le centre-ville de Nancy. En tout cas, Malzéville est très très bien placé pour les missions de guerre, et ça va devenir une des plus grandes bases de l'aviation française. Hein. Et en fonction évidemment du rayon d'action des avions, on va quand même relativement loin. Là, il n'y a pas tout, hein, mais vous voyez, on monte jusqu'à Essen, on est largement Coblence, Cologne, Francfort, enfin on va relativement loin. Hein. Alors on va aller, entre guillemets, de moins en moins loin, parce qu'il y a la chasse allemande qui se met en place. Bon, les Français ont une chasse aussi, hein, je vais en parler dans une minute, mais Malzéville est très très bien placé. Et on sait qu'il y a à peu près, alors c'est étalé sur toute la guerre, 41 groupes qui vont venir, 41 escadrilles qui vont venir sur Malzéville. Alors certaines restent longtemps, d'autres restent pas longtemps, mais ça fait quand même énormément de monde. Alors, à Malzéville, à quoi ça ressemblait à l'époque? Ça ressemblait à un campement. Hein, ça ressemblait à un campement, il n'y a pas grand-chose. On sait que les premières tentes, les mécaniciens sont installés juste derrière les avions. On prend les avions, on les saucissonne au sol pour qu'ils ne s'envolent pas pendant la nuit en cas de coup de vent, et puis les gens sont derrière. Hein. Alors, il y a des chiffres qui traînent en disant, voilà, il y aurait jusqu'à 2000 soldats à Malzéville. Alors matériellement, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment on fait tenir 2000 personnes sur Malzéville. Alors en fait, ça doit être 2000 personnes, mais c'est par roulement. Il y a toujours du monde sur la base du plateau, mais vous avez des gens qui sont au repos, en ville. Certains sont accueillis à Dommartemont d'ailleurs. Il y a beaucoup de... Alors je ne sais pas si tous les habitants ont été évacués, mais il y a des maisons qui sont utilisées à Dommartemont pour le logement de la troupe. Les officiers sont plus en ville. Ils sont plus bas. Et il y a beaucoup de relations avec le centre-ville, en particulier avec un Alsacien-Lorrain qui s'appelle Fruinsols. Je ne sais pas si vous connaissez Fruinsols, qui est, son usine était avenue du 20e Corps, l'actuelle usine Nordon, qui fabriquait des tonneaux. Et Fruinsols travaille du bois, les tonneaux, tout ce qui était réparation d'avions, tout ce qui était réparation lourde, ça passait par les ateliers de Fruinsols, qui avaient les bancs de scie, les rabots, et qui réparaient les avions. Très rapidement, on a commencé à construire des hangars, qui sont des hangars dits Bessonneau, qui sont des hangars en toile. Hein. Ça se monte relativement rapidement, et puis c'est pas très pérenne. Vous voyez que ça ressemble vraiment à un campement. Hein. C'est une grande base, mais en réalité, c'est un campement. Ce ne sera qu'après 1915 qu'on va commencer à construire, ou à la fin de l'année 1915, qu'on va commencer à construire des hangars en dur. Alors, pourquoi je vous parle de tous ces hangars? Alors là, c'est une vue aérienne, les hangars ne sont pas encore construits. Alors on retrouve, vous reconnaissez ou pas? Ici, c'est le chemin stratégique, la ferme Sainte-Marguerite, et puis les bâtiments que je vous ai dit qui étaient quasiment juste en face. Et ici, ce sont les avions. Il y en a 18 sur l'image, c'est-à-dire 3 groupes de 6. Le GB1, le GB2 et le GB3. Il y aura 4 GB sur Malzéville. Et puis là, je me demande, alors là, on ne voit pas trop bien, mais je me demande si là, on ne va pas commencer à construire
un certain nombre de défenses antiaériennes et de hangars. Voilà à quoi ressemble le plateau. Pourquoi je vous ai montré tout ça? Parce qu'il y a une légende qui est tenace sur Malzéville. On m'en parle encore de dire qu'il y avait des hangars à dirigeables à Malzéville. Eh ben non. Eh ben non. Je me bats avec ça. Il y a des gens qui me le disent, hein, et qui me parlent du hangar, du vieux hangar actuel en disant « Ah, c'est un hangar à ballon !» Non! Ce n'est pas un hangar à ballon. Il n'y a jamais eu de ballon à Malzéville. Et je sais que dans certains ouvrages, on nous montre des photos en disant « Hangar à dirigeable à Malzéville ». Non. La photo existe, c'est bien dirigeable, mais ce n'est pas à Malzéville. Parce qu'on a un problème très régulier qui est celui de l'identification des lieux. Et je peux vous dire ça va loin parce que je me souviens d'une photo qui se trouve à la base aérienne 133. On me dit « Ah, c'est Villers ». Non, c'est pas Villers. Ah, c'est un bel avion avec un bon hangar, c'est Villers. Non, c'est pas Villers, les hangars, les formes ne correspondent pas. Mais bon, même l'armée se trompe, alors c'est pour vous dire. Hein? Bien, alors voilà ce que ça donne à l'hiver. Tiens, je vais le mettre à l'hiver 1915. Hein? Alors, contrairement à ce que vous pouvez croire, bah, c'est quand même plus confortable qu'une tranchée. Hein. En tout cas, on n'est pas à l'abri de la neige, on n'est pas à l'abri du vent, mais on est peut-être un peu plus à l'abri des balles. Hein. Très rapidement, les Allemands vont se dire qu'il fallait bombarder Malzéville, ne vous inquiétez pas. Hein. Ils ont très rapidement compris d'où ça venait. Hein. Et puis, pour faire plaisir à Gérard qui est au fond de la salle, il faut bien donner de l'eau à tous ces gens-là, hein, quand même. Hein. Il faudra trouver de l'eau, trouver de l'eau pour... alors là, pas pour les chevaux, hein, vous voyez qu'on est déjà au cheval vapeur. Hein. Mais a priori, donc, on va utiliser les sources qui sont autour du plateau, à la résurgence du plateau, pour alimenter en eau... pas les 2000 soldats, mais le roulement des 2000 soldats qui passeront par Malzéville. Souvent, quand on a des chiffres extrêmes comme ça, c'est souvent les chiffres de fin de la guerre. Hein. Entre les chiffres de 1918 et les chiffres de 1915, souvent, il y a une grosse différence. Hein. Bon, je vous ai dit que les Allemands ont très vite compris que Nancy, bah déjà, il fallait le bombarder pour atteindre le moral des Français, que Malzéville... c'était un endroit dangereux pour eux parce qu'il y avait des avions qui allaient les bombarder. Donc, de plus en plus, Nancy va être une cible, hein, en particulier en 1916, mais Nancy va être une cible. Et on va faire venir, parce que ça commence à se développer, on va faire venir des chasseurs. Et vous avez un certain nombre de pilotes qui vont venir et qui sont célèbres. Alors, l'avion que vous avez ici a été abattu par Ningesser. Charles Ningesser, qui vient, qui fait que des bêtises d'ailleurs, parce que, alors lui il passe de Villers à Malzéville, de Bombardier à Chasseur, enfin, tant qu'il peut piloter, tant qu'on a besoin de lui, il passe d'un avion à l'autre. Il va remonter, me semble-t-il, toute l'avenue Saint-Georges entre les immeubles, ce qui lui vaudra une mise à pied, hein, bon, il s'en fiche un peu. Hein, et puis vous allez avoir une couverture de chasseurs qui va venir à Manoncourt. Alors, les chasseurs ne sont pas à Malzéville. Il y en a à Malzéville, mais on va faire une autre base à Manoncourt, en Vermois. Et à Manoncourt, en Vermois, vous allez avoir une escadrille qui va venir, qui est célébrissime, qui est la SPA 103, avec un type qui s'appelle Guilmer. Hein, Dorn, il y aura Védrine. Enfin, tous les grands noms de l'aviation, ils passent par là. Tous, absolument tous. Guilmer va être d'ailleurs très honoré ici, il va prendre du galon ici, hein, il sera reçu à l'hôtel de ville, il va abattre plusieurs avions et les pilotes de la SPA 103 vont être très très aimés à Nancy, ils seront d'ailleurs très tristes quand ils vont partir. Hein, surtout qu'ils vont dans la Marne, ça, apparemment c'était moins exotique. Ceci étant dit, les chasseurs, ils sont là pour protéger la ville et protéger les bombardiers lorsqu'ils partent et lorsqu'ils reviennent. Ils ne sont pas un rayon d'action extrêmement développé. Ça va? J'ai l'impression d'aller un peu vite parfois. C'est bon? Hein? Alors, Malzéville, 1916. A priori, hein, début de l'année. Cette image, on la trouve dans plusieurs livres. Hein. Elle est intéressante parce qu'on voit se développer en fait tous les hangars. Vous voyez, il y a de plus en plus de hangars. Hein, vous reconnaissez la topographie, je suppose quand même. Hein. Donc on a de plus en plus de hangars. La partie centrale, c'est la partie de la ferme Sainte-Marguerite.
hein, avec la caserne. Et vous avez des hangars qui vont se développer, donc c'est en bas à droite de l'image, vers l'antenne TDF actuelle. Hein. Et puis de l'autre côté, donc entre la Gueule du Loup et la ferme Sainte-Geneviève. Donc on a des hangars qui se développent. La partie gauche de l'image, hein, qui est ombrée par l'aile de l'avion qui prend la photo, ben en fait c'est dégagé pour le décollage et l'atterrissage des différents avions qui étaient stationnés à Malzéville. Et vous voyez qu'on a des hangars qui sont quand même un peu plus structurés que ces premiers hangars en toile. On a des choses plus costauds, plus solides, parce que les avions restent plus longtemps, sont un peu plus gros. Il faut naturellement se défendre contre, c'est toujours à Malzéville, hein, contre les attaques des avions ennemis. D'ailleurs, en 1936, il y a un discours de Göring qui rappelle qu'il y a eu un bombardement. Alors, il n'a pas participé à ce bombardement, mais il y fait référence, sur Malzéville. Donc, on fait comme on peut. Donc là, on prend un canon de 75, hein, monté sur visiblement un tronc d'arbre. Hein, et puis, pour le manipuler, vous avez un cercle en ciment, en béton, comme vous voulez. Il est toujours là, le cercle. Quand vous vous promenez sur le plateau, vous pouvez le retrouver. Il est toujours là. Pour votre information, le terrain de Saint-Jacques que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est donc de l'autre côté de la vallée, lui était utilisé avec des canons, j'allais dire spécialisés contre les dirigeables, contre les zeppelins. Bon, les zeppelins, ça donne pas, franchement, ça donne pas satisfaction, ni pour les Allemands, ni pour les Anglais, ça se passe pas bien. Bon, cette image est très intéressante. C'est l'assemblage de deux images, qui sont de 1916 aussi. On m'a rapporté que cette image a été faite par un pilote allemand, jusque-là ça va, je suis sûr parce qu'il y a marqué Flak quelque part, hein, un peu en dessous de 1916, et cette image a été donnée, a été rapportée à Malzéville par le petit-fils du pilote qui est venu faire un stage de vol à voile à Malzéville. Hein, en disant, bah, c'est mon Malzéville, je connais, c'est mon grand-père, il a pris la photo, tout ça, il l'a ramené. Alors, pour vous situer les choses, on va essayer de vous situer les choses. Le chemin stratégique, on est d'accord? Ici, à bas de Marteau-Mont, ouais, tout simplement. Hein, les hangars qui sont construits entre la Gueule du Loup et la ferme Sainte-Geneviève, le chemin stratégique avec nos bâtiments de casernement qui sont en face de la ferme Sainte-Marguerite, hein, la route qui part en face, direction actuelle, l'antenne TDF, sauf que ce n'est pas tout à fait la même, je vous montrerai en superposition, et puis des hangars qui se développent de plus en plus. Alors je vais un tout petit peu me décaler parce que j'aime beaucoup cette image. Ici, il y en a un en construction. Et donc cherchez bien sur l'image, hein, j'arrête pas de le dire, mais il n'y a pas de hangar à dirigeable à Malzéville. Donc si quelqu'un vous en parle, vous lui faites les gros yeux et puis vous me l'envoyez et puis je lui explique. Bon, ah bah pourtant je vous mets des ballons. Alors c'est pas à Malzéville, c'est à Essey. Et c'est en 1918, hein, 22 mai 1918. Alors ces ballons, ils ont eu un intérêt très important, qui est la défense aérienne. Ils étaient lâchés, ils sont attachés par un filin, hein, ils sont lâchés la nuit. Et en fait, ce n'est pas le ballon qui est important, c'est le filin. Si jamais un avion accroche le filin, le ballon va être retenu, ça va tendre le filin et ça va découper l'aile, ou n'importe quoi qui se raccroche. Et c'est extrêmement dangereux pour les pilotes. Hein. J'en connais pas beaucoup d'ailleurs qui se frottent avec des poteaux EDF et des lignes à haute tension, c'est le même principe. Hein. Donc ils étaient à Nancy-Essey, ils étaient dans la plaine, pour éviter les bombardements de nuit, parce qu'évidemment, hein, pour bombarder, c'est mieux d'être discret et pas de venir en plein jour. Donc ces ballons étaient, il y avait effectivement des ballons, mais c'est des ballons de défense aérienne et ils ne sont pas à Malzéville. Alors vous allez me dire, on ne peut pas les mettre de jour, parce que s'il y a des ballons, c'est qu'il y a un truc à protéger. Alors, quelque chose de très surprenant, hein, eh ben, c'est un faux Malzéville. On a créé un faux Malzéville à Crévic. C'est pas très loin de Manoncourt, hein, c'est en allant vers Lunéville.
Pourquoi on a fait un faux Malzéville? Pour tromper les défenses allemandes. Donc vous aviez des faux hangars, qu'on voit très bien hein, avec ces tentes, des faux avions. C'est des faux avions en bois. Il y a même des fausses voitures. Et vous avez des vrais soldats qui les déplacent régulièrement pour faire croire qu'il y a de l'activité. Hein? Ah oui, ça c'est surprenant. Hein? Ah, je savais que j'allais vous dire des choses surprenantes hein, quand même. Hein? Donc ça a été utilisé durant toute l'année 1916, avec plus ou moins, j'allais dire, d'efficacité. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la guerre, c'est le camouflage. On a fait des faux canons, des fausses voies ferrées, on a même fait une fausse gare du Nord. Oui, au nord de Paris, on avait étendu des tentes qui représentaient la marquise et on faisait tourner des ânes avec des lanternes accrochées pour faire croire que c'était des trains. Les avions allemands qui arrivaient la nuit, comme ils n'arrivaient pas trop à se repérer, ils disaient « Tiens, il y a des trains qui passent, ça doit être là ». Et ça protégeait la ville. Donc là, on a fait un faux Malzéville à Crévic, hein, parce qu'ils n'étaient pas trop bons en navigation, mais ça c'est normal, hein, tout le monde l'était. Donc une grosse ville, ouais, ça peut être Nancy, ouais, mais Lunéville, bon, bah, ça fait grosse ville aussi. Entre les deux, ouais, un terrain, c'est Malzéville, et ils bombardaient les pâquerettes. Hein. Bon, on l'a arrêté à la fin de la guerre, mais il faut croire que ça a quand même eu une certaine utilité. Bon, bah, je vous laisse un petit peu. Ah, au fait, la guerre est finie quand même. Hein, parce que là, on a passé un bon moment sur la guerre. Donc, quand la guerre est finie, les escadrilles de Malzéville qui ont été un petit peu déplacées, hein, elles ont aidé sur Verdun, elles sont allées en Champagne. Donc, les escadrilles de Malzéville vont occuper l'Allemagne. Ça, c'est des choses que les gens oublient. Hein. La France a occupé l'Allemagne un petit peu, hein, histoire de calmer les choses. Et les avions vont revenir en 1920. Bon, au passage, ce ne sont plus des groupes de bombardement, c'est le 21e régiment aérien de bombardement de nuit, 21e RABN. Les Nancéens l'adorent. Alors, le chef de ce groupe, du 21e RABN, il s'appelle Boucher. Il s'est passé quand même pas mal de temps, hein, depuis 1915 et l'arrivée des premiers avions, et il se dit, c'est pas très pratique Malzéville. Donc lui, il va déplacer le cantonnement, l'administration, les ateliers, le ravitaillement à essai au quartier Kléber, qui existait avant la guerre. Donc on vide le quartier Kléber et le 21e RABN s'installe au quartier Kléber. Sauf que les avions, ils sont toujours à Malzéville. Et c'est pas pratique. En parallèle, Nancy, qui a quand même un petit peu peur d'avoir perdu son statut de ville capitale de l'Est, parce que la frontière, elle repasse du côté de Strasbourg, hein, eh bien, Nancy se dit, nous, on veut un aéroport. Donc, ils vont acheter des terrains sur Villers. Il y avait le terrain de Villers, hein, je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais le terrain de Villers, je vous ai dit, un terrain militaire à Villers, il est actif toute la guerre, mais il est trop petit, il va rester actif. Et en 1920, Nancy dit, on va acheter des terrains pour agrandir, hein, et puis faire un aéroport, et puis avec les militaires qui sont là, ça va être très bien. Sauf qu'en 1922, les militaires achètent la plaine Flageoles. Et disent, nous on fait un terrain à essai. Hein. Il y aura quand même 2 ans de travaux. Enfin, 2 ans de travaux. Le dernier avion quitte Malzéville en 1926. Le dernier avion militaire, soyons bien clairs. D'ailleurs, je vous dis, il s'appelle Lahaye, le pauvre garçon. C'est le jour de sa retraite. Il décolle de Malzéville. Il a un problème moteur, il se pose à Pixéricourt et il meurt à Pixéricourt. L'avion se retourne, colonne vertébrale brisée. C'était son dernier vol et c'était le dernier avion à quitter Malzéville. Triste. 1926. Mai 1926. Mais, et je le mets, avant de partir, en 1923, construction en 24, les militaires construisent un hangar sur Malzéville. Vous vous rappelez des hangars en forme semi-circulaire en tôle? Eh bien, c'est pas du tout ça. C'est un hangar en maçonnerie. Le hangar, la représentation graphique que vous avez là, est la représentation d'origine du hangar qui est toujours là, qui a 100 ans aujourd'hui, enfin un peu plus de 100 ans maintenant, hein. Le hangar de Malzéville, le hangar historique. Donc quand j'entends des gens qui me disent le hangar de Malzéville, il a les ballons Première Guerre mondiale, je rigole quoi. Pas de ballon et pas la bonne date.
Franchement. Bon, non mais Alors, c'est l'état d'origine. Ceux qui connaissent bien, puis vous êtes riverains, donc vous connaissez bien, ceux qui connaissent bien disent « ça ressemble, mais il y a un truc qui ne ressemble pas hein ». Eh bien, parce que toute la façade, elle n'est pas du tout comme ça aujourd'hui. Hein. Vous aviez une grande porte avec des structures extérieures qui dégageaient toute l'entrée du hangar. Et il y avait, là on ne le voit pas, alors peut-être que sur l'autre on le verra, il y avait une travée de plus. Hein. Je vous la remontrerai sous d'autres angles. Il y avait une travée de plus. Bien. Ça, c'est l'état d'origine. Lorsque l'aéroclub de l'Est est refondé en 1927, hein, les militaires leur accordent l'usage de ce hangar, qui est le seul qui reste. Hein. Tous les autres sont démontés. Il y a même une annonce dans le journal en disant « Venez, il y a du boulot, venez démonter le hangar ». Enfin, les autres hangars. Et en 1927, donc l'aéroclub de l'Est, je n'en ai pas parlé du tout, mais c'est pas grave, hein, qui prend la suite de l'aéroclub de l'Est de la France, ACEF, dont le président était Émile Friand quand même. Et ben, l'aéroclub de l'Est, qui renaît en 1927, occupe le hangar, le bail est signé en 1929. C'est magnifique. Dans ce hangar, il y a quelqu'un qui est célébrissime à Malzéville et à Nancy, que tout le monde a oublié. Il s'appelle Christian Munch. Madame ? Oui. Je suis en train d'écrire sa biographie. Donc, il arrive à Malzéville, il est tout jeune. Hein, son premier avion se crache le 6 septembre 1926 à Malzéville. Il va être très très connu parce qu'il va faire des raids. Hein, il va acheter cet avion, Non, il va faire acheter cet avion à la société Alsa, de papa et surtout de son frère. Hein, et il va aller avec cet avion, le Fox Alap, il va aller à Tokyo en mars 1931 et à Madagascar en octobre de la même année. Hein. Alors, tout le monde dit Christian Munch, l'Alsa. Oui, bah stop, juste une petite remarque. Il a eu 9 avions, ils s'appelaient tous Alsa. Hein. Celui-là, il l'a gardé à peine 1 an. Hein. Mais avec cet avion, hein, il ira jusqu'aux confins du monde et il deviendra président de l'aéroclub de l'Est. Le voici avec son compagnon. Alors, Christian Munch, c'est celui de gauche, hein, et son compagnon, c'est Johanny Burtin, qui est un pilote chez Farman, donc c'est la marque de l'avion, qui a beaucoup plus d'expérience que lui, il a une dizaine d'années de plus que lui, et il va être un grand professeur parce que Burtin a participé à la mise au point des appareils pour le vol sans visibilité. Bon, alors Malzéville, en 1930, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai beaucoup parlé déjà. Premier planeur à Malzéville, 1930, c'est le président de l'aéroclub qui veut absolument ça. Hein. Et puis, on va avoir le premier treuil. Vous avez sûrement entendu parler du treuil de Malzéville, vous l'avez peut-être vu. Eh bien, on a bricolé un treuil hein, avec une voiture. Donc, on l'emmenait en piste, on démontait les roues, et puis on mettait une sorte de gros tambour qui permettait de faire décoller les avions, les planeurs à Malzéville dans les années 30. Je ne vais pas peut-être vous parler de tout ça, mais vous voyez que même Alsa a financé la construction d'un planeur au début des années 30. Ça, c'est Eugène Dupes. Ça se terminera mal parce qu'il y aura un accident, le planeur sera remonté, il faudra presque 18 mois pour le remonter. Et lorsqu'il y aura un nouveau vol, eh bien, le pilote Jean Schmitt, 20 ans, se tuera aux commandes de cet appareil. Bon, très important. Nous revoilà à Malzéville. J'aime beaucoup cette image. On est en 1934. 5, pareil. C'est le hangar que vous connaissez, avec la ferme Sainte-Marguerite que vous connaissez, avec en bas encore la trace de la maçonnerie des fondations des hangars qui ont été démontés. Et bien ce hangar, regardez bien, il y a une annexe derrière qui a été construite avec l'accord des militaires. On parle d'un hangar planeur, alors ça me paraît un peu étrange ce hangar planeur, et si aujourd'hui on va voir le hangar, on retrouve, il n'existe plus, on retrouve les traces archéologiques de cette extension.
Parce que regardez bien, l'extension, eh ben, on la voit toujours. Alors ça, c'est l'état de l'année dernière. Vous avez ici l'ancrage des fermes de toiture, ici la limite de la toiture. Vous avez ici un mur vertical qui séparait un espace hangar d'un espace habitation salle de cours. Et on les retrouve, hein, je vais vous repasser l'image précédente, on les retrouve, hein, on a les deux fenêtres et la petite porte sur le devant, vous la voyez, hein? Donc on a fait ces grandes extensions, soi-disant pour les planeurs, mais très rapidement les planeurs sont devenus trop grands, je ne sais pas comment ils pouvaient rentrer. Ça faisait 10 mètres de long, enfin de large, sur toute la longueur du hangar. Alors, on a une confirmation des plans. C'est un plan qui a été fait au moment du monument Munch, hein, où on retrouve les différents éléments, mais je vais m'en resservir. Parce que si on superpose une image aérienne, hein, actuelle et le plan que je vous ai proposé, vous voyez que la route qui va ici vers TDF n'a pas tout à fait le même axe que la route d'origine. Hein, je vous ai dit sur le plan, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais tout ça, ça a disparu. Et vous aviez un chemin qui montait en travers des pistes. Avec le hangar, donc lui n'a pas bougé, la ferme Sainte-Marguerite avec les bâtiments actuels qui occupent cet espace, et puis le premier clubhouse qui a été fait sous la présidence de Christian Munch. Christian Munch a fait plusieurs choses pour le plateau. Déjà, il a fait goudronner le chemin stratégique, qui n'était pas goudronné, et il a fait réaliser un clubhouse qui a été inauguré en 1937. Je fatigue, excusez-moi. En 1937, donc on a quelques images. Il y a un grand meeting, il y a plein de monde, il fait faire des baptêmes de l'air aux Nancéens. Il a un avion, l'avion avec lequel il se tuera d'ailleurs, et il fait des baptêmes de l'air de nuit au-dessus de Nancy. Ça plaît beaucoup, hein, parce que c'est déjà une légende. Et on a même une image de l'intérieur. Mais alors, comme on ne fait jamais rien comme tout le monde, je vais vous montrer plutôt à quoi ça ressemblait, hein, avec des images en 3D. Donc on a ici, alors peut-être on peut discuter des couleurs, mais en tout cas les formes sont parfaitement justes. Voilà à quoi ressemblait le premier clubhouse de Malzéville, 1937, détruit dans des circonstances obscures. Et voici l'intérieur. Ah, c'est chic, hein? Donc pour les réunions du club, pour l'attente des baptêmes de l'air, pour les aviateurs de passage, il y avait des chambres, il y avait un gardien. Hein, on était vraiment aux petits oignons à l'époque. Et même Christian Munch avait un contact avec le directeur des brasseries de Champignol pour avoir de la bière. Ils ont acheté une licence. Hein. Ils ont acheté une licence 4. D'ailleurs, la dame, quand ils ont compris que c'était l'Aéroclub de l'Est, ils ont fait doubler les prix. Alors, voici donc le dernier avion dit Alsa de Christian Munch, le jour du meeting d'inauguration avec le clubhouse derrière. On est en juillet 1937. Pardon ? Enfin, et c'est une très très belle image que j'aime beaucoup. Bon, ça je vous le passe relativement vite. Voilà à quoi ressemblait Malzéville à l'époque, hein, quand il y avait tout le développement. Je féliciterai l'infographiste. Ah, il y a eu un accident triste. Allez, je vous mets sa tête. Hein, 14 février 1939. Marcel Gasser, héros de guerre. Il lui manquait une jambe. Et il volait. Il volait avec une jambe en moins. Alors, je suis très précis sur l'heure parce qu'en fait, le carnet de vol de l'aéroclub, il est toujours à l'aéroclub et on le retrouve. Il décolle, 15h30, tout va bien, hein, c'est un as de l'aviation, hein, c'est pas n'importe qui. Il se pose sur le plateau, et là, un avion qui vient d'Essel et Nancy se pose sur son avion. Il a été écrasé par un sergent qui s'appelait Stoeffler, qui était à l'exercice et qui ne l'a pas vu. Donc Marcel Gasser meurt. Bon, quelques heures plus tard, hein, il est transporté à l'hôpital central, il meurt quelques heures plus tard. Mais je me suis dit que ça serait bien aussi d'incarner quelques personnages. Tout le monde est très très triste. Hein. Voilà à quoi ressemble le plateau au moment de la guerre. Alors évidemment, tous les avions sont débarrassés. L'armée récupère le hangar
hein, parce que forcément c'était un terrain militaire et c'était prévu dans la Convention. En cas de guerre, on réquisitionne. Alors là, ça bouge énormément. Hein. Il y a très peu d'avions à Malzéville, il y en a un peu plus à Essey, mais Essey, ils sont très vite déménagés parce qu'on les recule. Hein. C'est des avions d'observation, on les recule. Il y a un groupe qui est à Saint-Dizier, il y a un type qui vole là-bas qui s'appelle Saint-Exupéry, qui franchement, il fait des pieds et des mains pour voler, enfin, et réussi. Et alors, je vais vous dire un secret, contrairement à tout ce qu'on peut vous dire, on ne sait pas ce qui se passe à Malzéville durant la guerre. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a des rumeurs. On parlera des rumeurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Malzéville, entre 1940 et 1943, il ne se passe pas grand-chose. J'en ai une preuve. Dans les journaux, en août 1942, il y a une compétition d'aéromodélisme. Hein, le club d'aéromodélisme, il est place de l'Arsenal à Nancy. Et il dit, bah voilà, on va faire une compétition d'aéromodélisme à Malzéville en 1942. C'est des civils, 42, ça veut dire qu'il n'y a pas d'Allemands, ou que ça leur sert à rien. Il y a même un article dans le journal en disant, si jamais vous retrouvez un planeur dans votre jardin, ramenez-le à telle adresse. Hein. Bon, sauf que, alors les Allemands, bien sûr, ils sont à Nancy, hein, évidemment, hein, ils arrivent en 40, il n'y a pas un coup de feu. Hein. La ville est ouverte par le maire Schmitt, et il a raison. C'est pas la peine d'aller contre ça. Hein. Pas la peine de faire des morts pour rien. Et les Allemands vont utiliser le terrain de Malzéville comme terrain de dispersion à partir de 1943. Parce qu'à partir de 1943, les Alliés vont commencer à bombarder de plus en plus. Leur objectif, c'est Essey. Cette image, allez, je l'adore cette image. Hein. Cette image, elle est à Malzéville. Hein. C'est un avion allemand, c'est deux avions allemands, c'est deux Heinkel 111. Cette image a été prise par un pilote américain pendant la mission, le 18 août 1944, transmise directement par son fils, à qui on a écrit et qui a dit « c'est les images de mon père, je vous les envoie ». Pourquoi je vous dis qu'on ne sait pas trop ce qui se passe? Parce que vous allez trouver toujours des témoins. Des gens qui vont dire « oui, mais il y avait des avions, oui, mais il y avait des planeurs », oui, mais ils ne savent pas en fait. Quel genre de planeurs? Des planeurs allemands, des planeurs américains, des planeurs de débarquement, des planeurs de loisirs? On a transmis à la base aérienne 133 un carnet d'un type qui a noté tous les mouvements d'avion sur Malzéville. Et il y a un type qui est en train de tout retranscrire ligne par ligne. Il fait une faute par ligne. On ne sait pas quel est le type des avions, on sait l'heure, on sait qu'il y a un avion, on ne sait pas ce que c'est. Donc moi je me méfie beaucoup des témoignages, je vais vous en reparler dans un instant. Donc ça, le major Gröning, qui est là, donc, qui a fait cette mission sur Malzéville. Pour vous raconter cette mission, c'est un énorme bombardement. Il y a un groupe de bombardiers qui vient raser Essey complètement. Et il y a 3 groupes de P-38 qui escortent. Et au moment où ils arrivent sur Nancy, il y a 2 groupes de P-38 qui reçoivent l'ordre de patrouiller partout et de descendre tout ce qu'ils trouvent. Ils ont tellement abattu d'appareils que les Américains ne sont pas capables de donner les victoires aux pilotes concernés. Certains revendiquent jusqu'à, dans certaines statistiques, 100 appareils descendus dans la journée de cette... Alors les Allemands ne sont pas d'accord, hein, évidemment. Hein, et il y aura un mort, et je vais vous le montrer. Donc ça, c'est Essey, c'est la même mission, c'est le même avion, c'est le même pilote, c'est le même photographe. Vous avez Essey, vous avez un avion allemand en bas à droite, vous avez un P-38 qui est là, qui fait partie de la mission, les hangars de Essey, et ici, si vous le distinguez un petit peu, le Crassier de Gerville. Donc il est passé au-dessus du plateau, il est descendu Saint-Max. Oui, c'est le Crassier de Gerville. On le distingue, plus on est loin, mieux on le distingue. Hein? Voilà, et ce pilote, c'est un gamin. Il est mort à bon secours, descendu par la flaque. Hein? Il s'appelait Manning. Voilà. C'est un vrai... Moi, quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un gamin. Quoi. Hein? Bon. Il y a eu d'autres crashs. Oui, alors ça, c'est à Essey. Enfin, pardon, le moteur est tombé rue Roger Bérin. Donc, c'est un avion qui revenait d'un bombardement sur l'Allemagne. Ils ont été interceptés au retour. Voilà l'avion complet, mais les tombes sont à Essey. Hein? Et si on cherche un peu, voilà, Peter Vercoe, néo-zélandais, 22 ans, 2e mission. C'était le pilote.
Vous avez peut-être entendu récemment, on en a reparlé, il y a 2 avions qui sont tombés à Fleville. Ouais, et ben en Fleville, ils sont percutés en vol. Mais là, il a été descendu par un avion qui est parti d'essai. Voilà. Les tombes sont à Essai, à quelques centaines de mètres d'ici, hein, au cimetière d'Essai. Les Allemands ont interdit la manifestation en l'honneur de ces pilotes. Les habitants du village y sont allés quand même, et les Allemands n'ont rien fait. Hein. On était le 25 juillet 1944. Ça commençait à sentir un peu le roussi. Alors, septembre 1944. 15 septembre 1944, les Américains arrivent à Nancy. Alors, est-ce que je vous dis un truc qui fâche tout de suite ou pas? Oh, quand on est là. Hein. Alors, je vous explique. J'ai lu un témoignage d'une dame de Dommartemont. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Qui dit la chose suivante. Elle dit, en octobre 1944, avec mon père, je me promenais dans les bois de Malzéville et on entendait les tirs. Vous en pensez quoi? Rien, d'accord. Alors, moi je vais vous dire, en tant qu'historien, poubelle. Il n'y a rien qui colle. Je ne fais pas un procès à cette dame, hein, qui est sûrement charmante, mais c'est ce que je vous disais à propos des témoignages. Il y a un truc qui ne va pas, il y a 3 trucs qui ne vont pas dans son témoignage. Hein. Alors, si on le prend factuellement, ça ne va pas. Octobre 1944. Les Américains sont là depuis le 15 septembre. Des tirs. Il n'y a pas eu un coup de feu. Il n'y a pas eu un coup de feu parce qu'il y a 3 FFI qui sont allés voir les Américains à la Croix-de-Metz en disant les Allemands sont partis, tirez pas sur la ville. On nous dit que de l'avenue de la Libération jusqu'au faubourg Est, ils n'ont trouvé aucune résistance, les Américains. Personne. Les Allemands sont partis. Donc au mois d'octobre, ça fait 15 jours à 6 semaines, il n'y a plus personne. Et excusez-moi, mais j'habite dans un petit village. Il y a une forêt, c'est la période de la chasse, quand on entend des tirs, on ne va pas se promener, hein, y compris avec des gamins. Donc peut-être que cette dame confond, c'est pas la bonne date, c'est pas le bon lieu, peut-être. C'est pour ça que les témoignages, je me méfie, hein, je vous l'ai dit, je me méfie. Vous savez quoi? La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a parlé de tirs en octobre 1944 sur Nancy. J'ai cherché, figurez-vous. Alors, c'est où? Ah, je vous le ferai après ça, pardon. Hop là. Oh, je vais trop vite. Oh, je vais trop vite. Je reviendrai. Voilà. Il y a eu 2 séries de tirs sur Nancy. Le 9 et le... j'ai dit quoi? Le 9 et le 24 octobre. 25 obus. En pleine nuit. En pleine nuit. 2 fois. Ils ne sont pas tombés sur Malzéville d'ailleurs. Vous avez les impacts. Je suis désolé, la carte ne peut pas être meilleure que ça. C'est un canon, vous l'avez là, c'est un K5 qui était planqué à Eberswiller, c'est au nord-est de Metz. Hein. Et ce canon a tiré effectivement, il visait qui? Il visait Patton, hein. Le général Patton qui résidait rue d'Auxonne. D'ailleurs, il y en a 3 qui tombent dans la rue. Ouais, c'est bien renseigné les artilleurs allemands. Hein. Alors, cette dame a peut-être confondu, c'est peut-être pas ce genre de tir. En tout cas, vous voyez, il faut se méfier. Mais là, il n'y a eu que 2 nuits, et 25 obus. Les 25 obus, on ne les entend pas arriver. Hein. S'ils arrivent de 60 km, il y a une portée de 60 km, hein, ce genre de canon. Il y a une soixantaine de kilomètres, j'ai mesuré. Il y a 64 km. Donc, il y a eu des tirs. Il y en a eu 25. Hein, 14 plus 9, voilà. 23, 14 plus 9. Et donc, rien d'autre. Les Allemands, non. Ils sont partis et ils sont allés très 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 vite. Hein. Alors justement, je vais revenir sur 2 ou 3 choses rapidement. Alors, vous vous souvenez sans doute de ça, hein, les plus anciens d'entre vous, c'est le socle du monument Munch. Munch se tue en janvier 1938 dans le golfe Persique en revenant de Saigon. Alors, on a écrit beaucoup de bêtises là-dessus. Je sais pourquoi il revient, je sais toutes les circonstances, je vous les livre. Sa petite fille de 1 mois est décédée. Voilà, elle est morte en décembre 1937. J'ai l'acte de décès, donc j'en suis sûr. J'ai l'âge, j'en suis sûr. Il n'était pas dans son hôtel, donc quand il reçoit le télégramme, il prend son avion, il rentre. Il va faire 26 heures
26 heures non-stop de vol. Et on ne le reverra jamais. Hein? On ne le reverra jamais. On sait globalement à peu près où il est tombé. Hein? Donc on a construit un monument. Ce monument, voilà à quoi il devait ressembler. Hein? Sauf qu'il n'a jamais été terminé, le monument. La plaque n'a jamais été posée parce qu'il devait être inauguré au mois de juillet 1939. Et puis on a dit non, mais ça ne va pas, machin, on va le repousser d'un mois. Septembre 39. Ça vous dit quelque chose? C'est la guerre, donc il ne sera jamais inauguré. Et ce monument, a priori, reste comme ça jusqu'en 1944. Sauf que, vous voyez, il n'en reste rien. Personne, je dis bien personne, ne sait ce qui s'est passé. Il y a une rumeur, c'est les Allemands. Ça ne tient pas debout. Excusez-moi, ça ne tient pas... Je l'ai encore vu dans le journal ce matin, hein, parce que je cherche, je suis en train de faire la biographie de Munch, hein, donc je cherche. Ça ne tient pas debout. Pourquoi les Allemands auraient rasé un monument en 1944 alors qu'ils sont là depuis 40? Pourquoi ils auraient rasé un monument qui, somme toute, n'est pas fini? Pourquoi ils n'ont pas utilisé leur dynamite pour faire des choses plus intéressantes comme sauter les ponts quand les Américains sont arrivés? Ce qu'ils ont fait. Hein? Ça ne tient pas debout. Rien ne tient debout. Mais personne ne sait ce qui s'est passé. Et il n'y a pas une ligne. La plaque qui n'a jamais été posée, elle est à l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine aujourd'hui. Elle a été restaurée. Elle a été posée là-bas depuis 2002, à l'initiative d'un pilote de Malzéville. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir si jamais ça ferme. Parce qu'en ce moment, ça va quand même pas super bien à l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine. Et l'original, hein, eh ben, vous avez des traces qui restent dans l'herbe. Hein. Quand vous allez vous garer, ben, vous faites quelques mètres, il y a des broussailles, et vous avez encore les traces du monument. Pas tout, parce qu'une pelleteuse qui est passée par là il y a quelques années et qui en a emmené. Hein? Bon. Voilà ce que les Américains, voilà ce que les Français retrouvent quand ils montent à Malzéville en 1945. Vous reconnaissez le hangar, hein, et vous me dites, il a été pas cherché? Ah bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens, les anciens du club quand on leur demande? Ouais, ça a été bombardé. Eh ben non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, tout simplement parce que si ça avait été bombardé, les murs ne seraient plus là et il y aurait un énorme chou-fleur à la place de la toiture. Hein? Alors, moi je vais vous le dire ce qui s'est passé parce qu'on a trouvé, hein, évidemment. Hein? Regardez, vous ne trouvez pas qu'un truc bombardé, c'est drôlement propre? Ben parce que les Américains, ils nous le disent. Ça vient directement des archives américaines. Surligné. A single small hangar, excusez l'accent, hein, by 1944, machin, has been dismantled. Il a été démantelé. Les Allemands l'ont démonté pour récupérer la ferraille. C'est tout simple. Il a été démonté. Et c'est pour ça que c'est aussi propre quand vous regardez la façade arrière ou les fermes là, que vous voyez là, hein, en gros plan. C'est tranché net, ça a été oxycoupé. Toute la façade, je vous ai dit, il a changé le hangar. Vous vous souvenez avec les structures extérieures, avec les grandes portes? Ils ont tout démonté en fait. Ils ont démonté et ils ont enlevé. Et c'est tout. Hein? Ce qu'on trouve aussi, j'évite parce que peut-être que vous avez faim. Ce qu'on trouve aussi, j'ai trouvé ça dans un bouquin, ça m'a fait bondir. Nancy, c'est l'opération Varsity à la fin de la guerre. Moi, je me méfie encore une fois des témoignages. C'est ma mère qui m'a appris ça, de me méfier des témoignages. Elle me disait que son grand-père avait fait 3 guerres. C'est mathématiquement pas possible. Il est mort à 80 ans dans les années 60. Donc il n'a pas pu faire la guerre de 60, il dit c'est mathématiquement pas possible. Moi, depuis, je me méfie des témoignages. C'est peut-être un peu bête, mais c'est comme ça. Donc, j'ai vu dans un bouquin Nancy, alors essai, mais alors c'est un bouquin sur Malzéville. Alors, le mec il tire un peu sur Malzéville. Il dit voilà, Nancy a fait partie de l'opération Varsity, c'est la plus grosse opération aéroportée de la guerre. Hein, je vous l'ai mis là, c'est 16 000 parachutistes. C'est beau, hein? C'est pas possible. Parce que la carte américaine, elle montre bien que Nancy n'est pas concernée. Hein. Nancy était trop loin. Non, Nancy n'était pas trop loin. Nancy était trop petit.
Je vous montre. Là, essai. Essai 1944. Alors, c'est bête que c'est pas un peu plus net parce que vous verriez, il y a des cratères partout. C'est rasé complètement. Hein. Et je vous montre, voilà ce qu'il faut comme place pour participer à l'opération Varsity. Il n'y a pas assez de place et c'est trop cassé. Et puis une dernière chose, c'est que Nancy sert de base arrière pour Patton qui rentre dans le sud de l'Allemagne. Donc ils ont besoin de la base. Alors peut-être qu'il y a des avions qui passent, oui, il y a des transports américains, des avions des C-47, etc. qui se posent, oui, mais pas pour l'opération Varsity. Problème de témoignage et de véracité du témoignage. Donc le dernier bombardement allemand, j'en ai parlé. Et donc à partir de 1947, l'aéroclub de l'Est se refonde. Alors une partie à essai, et puis vous avez un gars qui s'appelle Charles Lefebvre qui dit hop, hein, on va utiliser les dommages de guerre pour réparer le hangar. Donc vous allez bosser le matin et l'après-midi, vous pourrez voler. Hein. On va monter des planeurs là-bas. Charles Lefebvre, c'est le chef pilote. Et à partir de 1947, on va reconstruire le hangar tel que vous le connaissez aujourd'hui avec, regardez les murs, on les distingue très bien, les murs qui ferment l'entrée du hangar, dont les pierres sont les pierres de la ferme Sainte-Marguerite qui a été détruite pendant la guerre, donc on a récupéré les pierres. On a réduit la porte telle qu'elle est aujourd'hui. On a construit des petits bâtiments d'ailes qui existent toujours au-dessus du planeur. Hein? Allez, je vous montre une autre image, comme ça on les verra bien. Hein? On les voit très bien. Qui s'appuie en fait sur le dernier élément de maçonnerie qui n'est pas tombé quand les Allemands ont démantelé le hangar. Charles Lefebvre, je lui en veux un peu à ce monsieur-là. Hein? Pourquoi je lui en veux un peu? Parce que c'est lui qui a dit que le hangar était un hangar de dirigeables de la Première Guerre mondiale. Je l'ai retrouvé dans ses textes. Et il a même dit, oh bah, c'est un prisonnier allemand qui a construit les portes. Peut-être. J'en sais rien. Là franchement, j'en sais rien. Mais déjà, là, ça entame un petit peu ma confiance. Et puis, le hangar tel qu'on va le connaître aujourd'hui. Avec les structures, avec, à partir des années 60, 2 hangars provisoires, enfin, techniquement provisoires, qui s'appellent des rouméas, qui sont construits à l'arrière du hangar. Pourquoi? Parce que l'aéroclub de l'Est a failli se faire virer. Parce que tout d'un coup, l'armée a dit, on récupère les terrains, c'est la guerre en Algérie, vous êtes là de manière illégale et viré. Donc le président de l'époque, qui s'appelle Roger Maire, fait construire 2 hangars, parce qu'il a besoin de place, mais des hangars démontables, au cas où il faudrait plier bagages vite fait. Hein? Et puis, alors ça, c'est un coup de poker, il fait construire un nouveau clubhouse sur l'emplacement de l'ancien. Alors le problème, c'est qu'ils n'ont plus de sous. Ils n'ont plus de sous du tout. Hein. Les dommages de... Et puis alors là, le devis a explosé entre les factures et puis le devis, c'est plus du tout la même chose. Mais on va le construire quand même, alors qu'il risque d'être viré hein, quand même. C'est un coup de poker de Roger Maire, il le fait construire. Et ce bâtiment, ben, il sera là, et vous l'avez sans doute tous très bien connu, jusqu'aux années 90. Hein. Et terminons par le dernier aménagement que vous connaissez. Hein. C'est l'antenne TDF, 220 mètres de haut, qui sera construite en 65. Hein. Alors qu'ils avaient embêté l'aéroclub de l'Est pour mettre un petit mât sur le hangar pour la radio, ils construisent une antenne de 220 mètres juste à côté. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, d'accident à cause de ça. Il y a eu des accidents, mais pas à cause de ça. Hein. C'est un peu notre tour Eiffel. On la voit de partout dans Nancy. Hein. Je sais qu'à une époque, ils voulaient la démolir. Je crois que les Nancéens s'y sont opposés. Il y a une vingtaine d'années. Oui. Quand ils sont passés à la TNT, ils disaient, oh, on va descendre l'antenne. Les Nancéens ont dit, non, non, c'est notre antenne à nous. On la garde. Voilà, mesdames et messieurs, je suis arrivé au terme de cet exposé. Je suis allé un peu plus vite sur la dernière partie, parce que hein, je vous ai retenu 1h30 quand même. Hein, et puis, si vous avez des questions, si je peux y répondre, n'hésitez pas. Si vous voulez, eh ben, il y a un livre qui est à votre disposition pour ceux qui seraient intéressés. Sachez que actuellement, je travaille sur la biographie de Christian Munch, qui devrait sortir cette année. Voilà, je vous remercie.